C'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir chez nous. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la Radio Futur Média et vous faites bien, il est 18h, voici le journal. Les titres de cette édition, une marche devant le palais présidentiel. Les ex-travailleurs de la Sotrac ne l'excluent pas. Ils exigent le paiement d'une dette de 9 milliards de francs CFA que l'État leur doit. Un autre syndicat qui prévoit un sitting au mois de mars prochain devant son ministère de tutelle, celui de l'enseignement professionnel et technique, la satisfaction de la plateforme revendicative, notamment le paiement des indemnités de correction, l'intégration du personnel dans la fonction publique, entre autres revendications du SEPTA. Comparution de l'État du Sénégal devant la Cour de justice de la CEDEAO le 4 mars prochain. Le recours contre la loi sur le parrainage lors de la dernière élection présidentielle est passé par là. Si jamais une suite favorable est donnée à cette requête, le chef de l'État, Macky Sall, pourrait perdre son mandat, selon Maître Abdoulaye Tine, que vous entendrez dans ce 18h. Dans cette partie de cette édition, vous aurez les sports, vous aurez également la rubrique Carte vert et puis la Cour de la CEDEAO peut-elle faire perdre à Macky Sall son mandat si une suite favorable est donnée au recours contre la loi du parrainage lors de la dernière élection présidentielle? C'est le débrief de ce 18h et nous serons en ligne avec Ibrahima Kane, juriste, membre de la RADDHO. Amadiaou Hassan Diouf assure la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cet incendie qui s'est déclaré dans le domaine de l'aéroport de Ziguinchor. Une bonne partie des surfaces d'herbes sèches qui longent le tarmac a été calcinée. Papo Martiam, responsable du service sauvetage et du corps incendie de l'aéroport de Ziguinchor, il est interrogé par la Minba. Bon, vers 13h, vers les coups de 13h, on nous a appelé pour nous dire qu'il y a un feu de brousse à l'intérieur de l'aéroport. Et comme le stipule la réglementation et les protocoles, on a déployé nos moyens sur les lieux. Avant tout, on a essayé de sécuriser les installations techniques, les installations sensibles. Et les pompiers de la ville, ils sont venus en appoint pour nous appuyer comme ça se passe de manière normale. Et l'ampleur des dégâts? Bon, pour l'instant, on ne peut pas se permettre de dire que le feu a atteint tel lieu ou tel lieu. Vous voyez que là, jusqu'à présent, les gens sont en train de parfaire l'extinction. Voilà. Il n'y a pas eu de menace sur la piste d'atterrissage, les installations? Non. Quelle serait l'origine de l'incendie? Jusqu'à présent, on ne peut pas le dire. Il faut attendre qu'on termine. Après, on va essayer de faire l'investigation qu'il faut pour déterminer l'origine de l'incendie. Pour l'instant, on est en train de travailler. Dès qu'on termine, on maîtrise tout. On va essayer de voir quelle serait l'origine de ce feu de brousse. Donc actuellement, il n'y a plus de danger, tout a été maîtrisé? Tout a été maîtrisé. On est en train de parfaire conjointement avec les pompiers de la ville l'extinction. RFM, partout, tout le temps. Je vous le disais en titre, pour exiger le paiement d'une dette de 9 milliards de francs CFA que l'État leur doit, les ex-travailleurs de la Sotrac ont décidé de manifester prochainement devant le palais présidentiel. En conférence de presse ce matin, ils ont tenu à rectifier le ministre du Budget. Son Abdoulaye Daouda Diallo s'est inscrit dans une logique de manipulation en disant aux députés que le gouvernement a remboursé tout le montant dû aux concernés, compte rendu Ndongoka. Le président du collectif des ex-travailleurs de la défunte Sotrac démontre d'abord les arguments fournis par le ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, lors de son dernier passage à l'Assemblée nationale, Talibouya Ouattara. Ce qu'il a déclaré que le montant de notre dû était de 5 milliards et qu'en fait cette somme était soldée depuis très longtemps. Et par la suite, il y a eu des réclamations qui ont fait l'objet d'une poursuite en justice qui a fini à ce que nous soyons déboutés à 2 reprises. Ce que l'on peut considérer comme étant erroné. Le montant s'élève à 14 milliards. Nous sommes basés sur les conclusions du médiateur de la République où nous avons été avec les autorités pour un arbitrage. Nous réclamons un reliquat de 9 milliards parce que nous avons reçu un acompte fin 2008, avril 2009. Nous avons reçu en tout 5 milliards. Les ex-travailleurs de la défunte Sotrac ont décidé de s'unir pour faire face à l'État. Déjà, ils comptent manifester devant le palais de la République. Si toutefois ils persévèrent dans leur position, chercher des subterfuges pour ne pas nous payer notre argent, ils ont interdit de manifester devant les grilles. Nous savons que nous serons chargés, nous serons violentés. Quand ils finiront de nous charger, ils vont se retrouver avec nos cadavres devant le palais. Ils sont presque tous des sexagénaires. Ces chefs de famille disent être confrontés aujourd'hui à une situation sociale très difficile. Nous sommes parmi les pensionnaires les moins payés sur les allocataires de l'IPRES. Et cela fait ça aussi au niveau de nos familles. Il est temps que l'État se décide. Sur les 2000 et quelques ex-travailleurs de la défunte Sotrac, plus de
2000 sont morts. Ndongaka Pikine, Radio Futur Média. Ndongoka, sitting du syndicat de l'enseignement professionnel et technique devant leur ministère de tutelle. Il est prévu au début du mois de mars prochain. Le CEPT réclame la satisfaction de la plateforme revendicative, notamment le paiement des indemnités de correction, l'intégration du personnel dans la fonction publique, entre autres. Faute de quoi, le syndicat compte bloquer le fonctionnement du système. Son coordonnateur s'appelle Cheikh Gueye. Il est au téléphone avec Aïssatou Faye-Bodian. Nous sommes à notre 5e plan d'action. Voilà, nos points de revendication, n'est-ce pas, s'articulent, n'est-ce pas, autour de plusieurs points. Concernant d'abord le paiement des indemnités de déplacement et de correction des examens professionnels. D'abord, il y a le CAP, certification, le BEP, mais aussi le BT et le BTS, n'est-ce pas, les encadrements qui ne sont pas encore payés. Et nous sommes actuellement dans la presque dans la deuxième quinzaine du mois de février. Mais aussi, j'ajoute aussi la formation diplômante des formateurs en santé et hygiène. Aucun dispositif de formation n'a été noté. Il y a pratiquement certains qui ont fait 10 ans de carrière sans autant être intégrés dans la fonction publique, sans autant avancer. Mais aussi, on parle des passerelles professionnels. Mais si vous êtes par exemple un METP, vous ne pouvez pas être un professeur d'enseignement moyen ni un professeur d'enseignement secondaire. Mais nous avons reçu aussi l'information concernant la constitution des centres de formation. On salue cette initiative. Mais par contre, ce qu'on devait faire, c'est de renforcer d'abord les centres qui existent déjà. Beaucoup de centres aujourd'hui souffrent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que leurs budgets sont ponctionnés, mais aussi leurs budgets aussi sont réduits. Il y a beaucoup de centres où il n'y a pas de dispositif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun poste de travail, il n'y a que de la théorie. Et nous comptons, n'est-ce pas, au mois de mars, de faire une marche devant le ministère de la formation professionnelle et technique. Il est 18h07. Nous allons bloquer le système. Il est 18h07. RFM Soir. Seydou Nourba. L'État du Sénégal va comparaître devant la Cour de justice de la CEDEAO le 4 mars prochain. Cela fait suite à un recours contre la loi sur le parrainage lors de la dernière élection présidentielle. Ce recours est déposé par une quarantaine de partis de l'opposition et des organisations de la société civile. Le président réélu Macky Sall pourrait perdre son mandat si la Cour de justice de la CEDEAO donne une suite favorable à cette requête. Écoutons ce propos le président de l'USL, l'Union spéciale et libérale, Maître Abdoulaye Tine. Il est joint au téléphone par El Haj Ndjogoudien. Ce qu'on a demandé à la Cour, c'est très simple, c'est de constater que la loi du parrainage était une loi d'éviction qui violait les droits civils et politiques des Sénégalais et des formations politiques sénégalaises qui étaient en lice pour l'élection présidentielle de 2019 et qu'il fallait effectivement constater que c'était une loi imprécise qui ne répondait pas aux garanties de sécurité juridique et partant de prévisibilité. Et en tant que tel, il faut que la Cour constate l'illégalité de cette loi. La conséquence, c'est qu'une fois que la Cour aura constaté cette illégalité, dans l'option où la Cour venait à nous donner raison, il va de soi que nous allons y tirer toutes les conséquences de droit en saisissant à nouveau le Conseil constitutionnel sénégalais pour lui demander de réouvrir le dossier de prestation de serment de Macky Sall, puisqu'il y aura une décision supranationale qui s'impose au Sénégal. Pensez-vous réellement qu'un tel scénario peut se produire, l'annulation de l'élection présidentielle? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Non, c'est pas un rêve. Il y a 2 semaines, une élection présidentielle a été annulée au Malawi, après quelques mois, parce que c'est une question de pure logique juridique et intellectuelle. Ça veut dire que le président, puisqu'il n'est pas dûment élu, on ne va pas le laisser prendre des actes qui sont nuls et de nul effet. La conséquence, c'est l'organisation d'élections anticipées. L'avis du constitutionnaliste Ngouda Mboup sur le débat relatif en statut spécial pour Dakar et la possibilité pour le gouvernement de nommer le maire de la capitale. Selon lui, c'est la décentralisation qui en prendrait un sacré coup. Ngouda Mboup parle même du recul de la démocratie et l'état de droit. Nous l'écoutons au téléphone avec Georges Diop. Dakar a déjà un statut spécial parce que c'est la seule collectivité territoriale inscrite dans la Constitution du Sénégal. En plus de cela, Dakar est la capitale du Sénégal. Rien que ces 2 éléments donc, lui donnent déjà un statut spécial. Alors parler d'un statut spécial pour une collectivité territoriale au Sénégal me semble un peu complexe dans la mesure où le régime applicable aux collectivités territoriales au Sénégal est unifié depuis 1996. Cela dit, avec la suppression de la tutelle et donc l'instauration d'un contrôle de légalité a posteriori,
les collectivités territoriales sont considérées comme majeures. Et à cet effet, il serait donc très compliqué de venir donc doter d'une collectivité territoriale un statut spécial dans lequel le pouvoir central aurait une mainmise. Cela signifierait tout simplement qu'en réalité, la décentralisation avec ses grands principes risquerait tout simplement d'en pâtir. Et cela dit, en termes de démocratie et d'état de droit, ça risque d'être quand même donc un recul dans la mesure où il n'existe pas de tutelle sans texte ni de tutelle au-delà des textes. Et en plus de cela, la ville de Dakar quand même se verrait donc ôter donc ou bien enlever donc ce qui est donc le cœur de la démocratie locale, c'est tout simplement la liberté, le suffrage et in fine l'atteinte à la libre administration d'une collectivité territoriale. Épidémie de coronavirus. Demain vendredi, les ministres de la Santé de la CEDEAO se réunissent d'urgence à Bamako. Il sera question d'examiner une approche commune de préparation pour ces pays et d'harmoniser les stratégies régionales pour la prévention du coronavirus. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, prendra part à cette rencontre. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir Elhaji Saïdou Nourouba. Vous nous présentez la page des sports. Football pour démarrer. Le ministère des Sports soutient Dakar Sacré-Cœur. Le ministre des Sports, plus précisément, Matar Ba, estime que les actes contre nature n'ont pas leur place dans le sport. Il a exprimé sa solidarité au complexe Dakar Sacré-Cœur. Ce centre a été éclaboussé par une histoire de pédophilie. Sodatiam. Après une réunion d'environ 1 heure sur la question de pédophilie qui secoue Dakar Sacré-Cœur, le président du club déclare qu'il reste dans sa logique. Autrement dit, aider la justice à faire la lumière sur cette affaire. Mathieu Chupin. Au jour d'aujourd'hui, la préoccupation du club, de l'ensemble du personnel du club, c'est l'accompagnement des victimes présumées. Et donc aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la justice et nous allons collaborer bien entendu avec la justice. En tant que ministre des Sports, Matar Ba condamne ce qui s'est passé au Dakar Sacré-Cœur et demande aux responsables des centres de formation d'être beaucoup plus regardants. Ce que cet employé a fait, qui porte un coup dur aux jeunes qui sont concernés, mais aux familles. C'est l'occasion de montrer toute notre solidarité à ces familles. Tous ceux qui sont dans les centres de formation, ou bien même dans les clubs, que ça soit football, que ça soit les autres disciplines. Il faudra commencer à porter beaucoup d'attention, à être beaucoup plus regardant pour que l'encadrement de ces jeunes-là ne vire pas dans ce qu'on est en train de vivre ici. Le ministre, pour prendre les devants et éviter que cela ne se reproduise, promet de faire un tour sur l'ensemble des centres de formation. Nous ferons le tour de tous les centres pour porter la bonne parole et donner des instructions pour que des enquêtes fournies soient effectuées et qu'une attention particulière soit accordée au recrutement des encadreurs de ces jeunes-là qui ont besoin de sécurité. Le ministre s'est déplacé à Dakar Sacré-Cœur en compagnie du représentant de la Fédération sénégalaise de football, Saersec, vice-président et président de Djambar, qui aussi condamne avec fermeté ce fait. Abdou Diouf, football toujours, mais cette fois-ci en Europe. Dernier quart de finale de la Coupe de France, c'est ce soir. À 20h, Épinal, une équipe de National 2 française, va recevoir la Saint-Etienne qui joue en première division, en Ligue 1 française donc. Retenez que le vainqueur de cette confrontation va rejoindre Rennes, PSG et Lyon en demi-finale. En Italie, c'est la demi-finale, ce sont les demi-finales allées de la Coupe nationale qui se poursuivent cet après-midi, ce soir, plus précisément à 19h45, le choc Milan AC contre Juventus de Turin. Hier, le Napoli a surpris l'Inter de Milan, 1-0 score final. Hakim Ziyech est désormais un joueur de Chelsea. Un accord a été trouvé avec le club hollandais de Hakim Ziyech, le club hollandais l'Ajax Amsterdam, qui va recevoir 40 millions d'euros. C'est le prix du jeune Marocain, mais il partira en début de saison prochaine. Basketball, début du championnat national ce week-end. L'AS Douane et l'AS Ville de Dakar sont les équipes à battre cette saison. Elles sont favorites au regard de leur dernière performance, mais attention aux autres équipes qui ont de grandes ambitions cette année. Morba Signan en parle avec Cherti Diandiaï.
Chez les garçons, il y a l'AS Douanes qui est champion en titre, qui a réalisé l'année dernière le doublé Coupe et Championnat. Et c'est l'équipe qui va représenter le Sénégal à la Basketball African League. Donc c'est l'AS Douanes qui est, à mon avis, favorite pour le titre de champion. Derrière, il y aura sûrement des équipes comme le Dakar University Club qui a disputé l'année dernière 2 finales nationales, championnat et Coupe du Sénégal, perdu devant l'AS Douanes. Donc il y aura le Duc, il y aura des équipes comme Saint-Louis Basket. Chez les dames, il y aura l'AS Ville de Dakar qui est championne du Sénégal en titre, qui a réussi le doublé l'année dernière, Coupe du Sénégal et championnat. Il y aura aussi des équipes comme le Dakar University Club qui a un nouveau coach, de nouvelles joueuses. Il y aura l'équipe de l'ISEC Sport qui s'est renforcée pratiquement sur toutes les lignes. Il y a Ndaï Sen qui a signé là-bas, les Khadija Toudja. Il y aura évidemment Saint-Louis Basket Club qui joue chaque année les grands rôles dans ce championnat. Je peux dire depuis 10 ans, Saint-Louis Basket dispute au moins une demi-finale ou bien une finale par saison. Donc il y aura ces 4 équipes-là. Il y aura ces 4 équipes. Bien entendu, il y aura le Djarab, Jeanne d'Arc, Développe, mais aussi l'ASFO qui a fait une excellente saison l'année dernière. À mon avis, ce sera un championnat du niveau des garçons ou bien des filles très 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 relevé cette année. C'est la fin de cette page de sport. Vous l'avez bien achevé, Abdou Diouf Junior. Merci à vous. Alors, Quartier Vert, Youssouf Bodian nous reçoit. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal mise sur l'économie verte pour la création de richesses, d'emplois, avec comme finalité le développement durable. Dakar a abrité cette semaine des journées consacrées à l'économie verte. Oumou Kalsoumli. Le Sénégal veut faire de l'économie verte une économie durable. Celle-ci passe par le respect de l'environnement. Abdou Karim Sall est le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Quand on arrive à concilier le développement économique et social avec le respect de l'environnement, on est dans du développement durable. C'est ce que nous voulons, c'est ce que le chef de l'État, le président de la République, veut pour son Sénégal, pour le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Cette économie verte génère 2% du PIB en investissement annuel selon l'analyse du rapport exploratoire sur l'économie verte. Les chiffres en termes de création d'emplois, je pense que comme il l'a bien indiqué, le Sénégal est inscrit de manière irréversible sur cette trajectoire qui va nous mener bien sûr vers le développement, mais vers un développement durable, par conséquent vers l'émergence. L'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal invite les acteurs à faire de cette économie verte une vision d'emploi et d'opportunités pour les jeunes. Irène Mingasson. L'économie verte, ce sont des nouveaux emplois, des nouveaux métiers qui vont s'ouvrir à la jeunesse, aux diplômés de demain, pour lesquels il faut se préparer. Donc qu'il s'agisse du recyclage, de nouvelles mobilités, qu'il s'agisse d'une agriculture modernisée. La loi sur le plastique va entrer en vigueur le 20 avril prochain selon le ministre de l'Environnement. Celle-ci va permettre aux industries du secteur de recyclage de créer des emplois verts. Oumou Kalsoumli, le développement durable, c'est aussi l'engagement citoyen. C'est le cas pour les membres de Dakar Oxy, créé par Anna Diop. Dakar Oxy, c'est un projet qui a vu le jour le 1er septembre 2018. Il ne s'agit pas d'une ONG ni d'une entreprise, mais d'une initiative purement privée et citoyenne. Nous sommes un petit groupe de citoyens sénégalais très affectés par la dégradation de notre environnement et nous nous sommes donc engagés dans la lutte pour la préservation de notre milieu de vie. Dans un premier temps, nous avons décidé de faire du reboisement notre priorité et le but c'est donc de planter des arbres, mais surtout d'inciter nos compatriotes à en faire de même. Nous n'avons pas la prétention ni l'utopie de nous dire que nous allons reboiser l'ensemble du territoire sénégalais, mais si au moins nous pouvons sensibiliser la population, lui faire comprendre à quel point les arbres sont importants, pas seulement pour rendre notre cadre de vie plus agréable, mais surtout pour assurer notre survie. L'arbre, c'est vraiment la base de tout écosystème terrestre et sans arbre, la vie n'est tout simplement pas possible sur Terre. Si chacun fait sa part en plantant ne serait-ce qu'un arbre, cela aurait déjà un énorme impact très positif sur notre environnement. Après, il ne suffit pas de planter des arbres. Le véritable challenge, c'est de faire en sorte que ces derniers restent. Raison pour laquelle nous, Dakar Oxy, nous faisons signer un contrat d'engagement aux personnes recevant un arbre dans le cadre de nos campagnes. Il faut qu'ils assurent l'arrosage et la protection des arbres et nous retournons régulièrement sur le terrain afin de vérifier que les arbres se développent bien et qu'ils grandissent bien. Donc nous sommes fixés comme mission de toucher les 14 régions du Sénégal, une région, une campagne. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà fait 4 régions, donc la région de Dakar, celle de Thiès, celle de Diourbel et celle de Fatick. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous des bénévoles qui travaillons pour Dakar Oxy en marge de nos activités professionnelles et essentiellement
événement sur fonds propres. Anna Diop, fondatrice de Dakar Oxy, par ailleurs vétérinaire. Anna Diop, fondatrice de Dakar Oxy, par ailleurs vétérinaire de profession et engagée pour son environnement. Il referme les portes de Quartier Vert à la semaine prochaine. Merci à vous Youssouf Bodian. Nous sommes en ligne pour le débrief avec Ibrahima Kane. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Kane. Bonsoir Ibrahima Kane. Oui, bonsoir. Très bien. Alors, vous êtes juriste, membre de la RADDHO, vous vous intéressez aux questions des droits de l'homme en Afrique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Cour de justice de la CEDEAO peut faire perdre à Macky Sall son mandat si suite favorable est donnée au recours contre la loi du parrainage lors de la dernière présidentielle? C'est après que 40 partis de l'opposition et des organisations professionnelles ont déposé ce recours. Bon, c'est un peu compliqué parce que d'abord, le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est de traiter des questions de violation des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Les requérants doivent d'abord prouver à la Cour que ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, ça a violé leurs droits de participation à la vie publique du Sénégal. Alors, si la Cour reconnaît que leurs droits ont été violés, en général, la Cour constate que ces droits ont été violés, puisque les élections sont passées depuis plus. Il est difficile à la Cour de redemander l'organisation de nouvelles élections. Mais ce que la Cour peut faire, en revanche, c'est de demander à l'État d'indemniser les personnes qui ont été victimes de violations de droits, de leurs droits. Alors, vous pensez que dans ce cas-là, la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas compétente, n'est-ce pas, dans ce domaine? Non, je ne connais pas tous les détails du dossier. Ce que je sais, de par la jurisprudence de la Cour et aussi du travail que j'ai fait au niveau de cette Cour, c'est que la Cour, d'abord, examine si l'affaire qui a été portée devant elle doit lui permettre de répondre aux questions de violation des droits de l'homme. En d'autres termes, si elle est compétente pour examiner ces questions. Mais de là à penser que le président Macky Sall peut perdre son mandat, est-ce que ce n'est pas aller trop loin? Encore une fois, comme je vous dis, je ne connais pas tous les détails de la plainte parce que c'est important d'avoir les détails de la plainte. Mais ce sur quoi je veux simplement insister, c'est le fait que les personnes qui ont porté plainte doivent apporter la preuve que leurs droits reconnus dans le cadre de la CEDEAO ont été violés. Alors, si leurs droits ont été violés, deux situations se présentent. Lesquelles? Ou bien la Cour constate que ce qui s'est passé est passé, mais qu'il y a violation, et la Cour demande à ce que les personnes dont les droits ont été violés soient indemnisées. Mais est-ce que vous pensez que la Cour de justice de la CEDEAO peut faire perdre un président un mandat? Est-ce qu'il est arrivé parce que ce matin, Maître Abdoulaye Kine a dit que c'est arrivé au Malawi, par exemple? Non, au Malawi, il s'agissait d'élections présidentielles. Et ce n'est même pas... et ça, c'est dans le cadre du droit interne. Et ce que c'est le candidat qui avait été déclaré perdant qui a saisi la Cour, et la Cour a trouvé que l'élection ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions. Ce n'était pas la CEDEAO alors? Non, ce n'est pas la CEDEAO. Ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. La seule chose que je sais qui a été examinée par la CEDEAO, c'est la participation d'un parti politique qui avait été interdit à des élections. C'est le cas de l'affaire concernant la CDP contre le Burkina Faso. Et la Cour, à l'époque, a jugé que les membres de la CDP, qui était l'ancien parti au pouvoir, ont le droit de participer à l'élection et que donc l'interdiction de la CDP en tant que parti politique était une violation de leur droit à la participation aux élections. Finalement, on a accepté qu'ils participent à l'élection et ils ont eu des députés. Aujourd'hui, ils constituent la première force de l'opposition dans le pays. Mais arrivé dans la jurisprudence de la Cour, il n'y a pas
de jugement, d'arrêt qui concerne une élection présidentielle, encore moins demander à ce que l'élection présidentielle soit... Très bien. Merci à vous, Ibrahim Kane. Merci de m'avoir rappelé. Merci. Juriste, membre de la RADDHO, vous vous intéressez aux questions des droits de l'homme en Afrique. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres.